Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ici à la Foire du Livre pour ce moment d'échange autour de la thématique de la consommation alimentaire locale et urbaine avec la sortie du livre Des maraîchers dans la ville. Alors, l'utilité de manger local et de saison, c'est une idée répandue depuis des années maintenant, mais qui a pris tout son sens, on va dire, clairement depuis une année. Souvenez-vous, l'an dernier, au moment du premier confinement, à quel point nos modes de consommation ont été bouleversés. Les grandes surfaces étaient dévalisées, certaines denrées n'étaient plus disponibles et beaucoup d'entre nous ont poussé la porte de commerces de proximité, d'épiceries bio, de collectifs ou de coopératives de maraîchage, de magasins zéro déchet qui vendaient en vrac. Alors, soit parce qu'ils voulaient éviter la foule et les files dans les grands magasins, soit parce qu'ils ne trouvaient plus certains produits, soit aussi pour justement soutenir cette consommation et cette alimentation durable, ce circuit court. Alors, dans ce contexte de transition, depuis des années aussi, on constate, on découvre de nouveaux maraîchers. Des personnes au parcours différents, qui n'ont pas forcément un lien avec le monde agricole et qui manifestent un rapport nouveau, un nouvel attachement à la terre et aussi un intérêt pour les préoccupations nourricières de la ville. Alors ces néo-maraîchers qui sont engagés, qui travaillent d'arrache-pied à nourrir la ville, ils font l'objet du livre paru aux presses universitaires de Louvain et dont l'auteur est Julie Hermès, ici à mes côtés, docteur en anthropologie et professeure à l'Université catholique de Louvain. Merci beaucoup d'être là, Julie Hermès. Alors à mes côtés également, Nathalie Van den Avel, vous étiez infirmière, vous êtes aujourd'hui maraîchère indépendante au sein de la Grange en Ville à Bruxelles, à Anderlecht. Merci d'être là pour partager votre expérience. Parce que oui, partager cette expérience, consolider, analyser, soutenir ces expériences de maraîchage, c'est bien l'objet de votre livre, Julie Hermès, c'est bien l'enjeu. Et dans ce livre, d'ailleurs, vous dressez le portrait d'une dizaine de maraîchers urbains que vous avez suivis pendant 3 ans. Est-ce que vous pouvez recontextualiser voilà, le contexte justement de l'étude qui a mené à l'écriture de ce livre? Tout à fait. Alors, ce livre qui est écrit avec une plume d'ethnographe que je suis donc anthropologue, ethnographe, et je fais du travail de terrain pour ce qui a valeur en fait, pour permettre de collecter des données pour faire science en anthropologie. C'est vraiment notre travail d'empirie. En fait, c'est un projet ce projet de livre est le fruit d'un projet collectif de recherche action participative. C'est-à-dire, c'est un type de recherche qui est un peu décalé avec ce qu'on appelle la recherche fondamentale. C'est un type de recherche qui se veut vraiment ancré dans les enjeux sociétaux, mais aussi mené avec des acteurs de terrain. Donc nous, il y avait les universitaires, d'autres universitaires, des collègues de l'ULB notamment en agronomie, il y avait des économistes, il y avait des facilitateurs, des personnes qui étaient en intermédiaire entre guillemets entre les maraîchers et nous. Et donc c'était vraiment toute une équipe. Et alors là, effectivement, ce travail est le fruit en partie de mon travail, mais aussi de cette collaboration avec mes collègues et aussi surtout avec les maraîchers. Donc Nathalie faisait partie de cette équipe de maraîchers qui a démarré sur l'espace test agricole. Et donc c'était pour nous une opportunité que de pouvoir démarrer sur un temps, on ne peut pas dire long parce que 3 ans c'est plutôt un temps de moyenne durée, mais c'était l'opportunité de se dire on va essayer de suivre des projets agricoles qui se lancent, des personnes qui, comme vous l'avez dit, ce sont des personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole, c'est pour ça qu'on les dénomme souvent limaculteurs, non issus du milieu agricole, et qui donc ne bénéficient pas de toute une infrastructure. On pense aux grosses machines, etc., mais ni de terre. Et donc c'est l'idée de cet espace test agricole, c'est de propulser, de lancer des personnes qui ont déjà une formation par ailleurs, ce n'est pas des gens qui démarrent le potager, c'est vraiment des gens qui veulent se professionnaliser et qui, par le biais de cet espace, peuvent s'expérimenter au métier et par la suite se lancer éventuellement plus définitivement. Le cas de Nathalie, alors effectivement, elle a démarré sur Anderlecht, mais elle le précisera davantage. Maintenant, elle travaille à la Hulpe sur un autre terrain qui n'est plus du tout dans cette démarche de l'espace test agricole qui s'appelle Graines de paysans situé à Anderlecht. D'accord. Et donc, qui sont ces néo-maraîchers, ces nouveaux maraîchers? C'est nimaculteurs, c'est ça que...
Est-ce que, en fait, leur engagement professionnel, finalement, est-ce qu'il a vraiment une portée quelque part un peu politique aussi, engagé vers le collectif en tout cas? Alors, je vais donner mon point de vue. Je pense que Nathalie va certainement le compléter parce qu'elle le vit de l'intérieur. Moi j'ai cette chance de pouvoir en côtoyer, entre guillemets, et puis mettre la main à la terre avec eux, parce que c'est aussi tout le challenge, hein, comment faire recherche avec des partenaires qui sont, eux, extrêmement mis sous pression aussi dans des semaines de travail qui sont bien plus que de 8 heures, du travail à 8 heures semaine. Alors, comment on peut les qualifier alors dans les recherches qui aujourd'hui sont en cours sur les dits nimaculteurs? Alors, c'est en général des profils qui ont des personnes qui ont soit un diplôme universitaire, soit de haute école, des personnes qui ont des diplômes entre guillemets et qui font le pari de se reconvertir, de faire souvent un choix. Soit ils ont fait des études universitaires, c'était le cas de certaines personnes sur l'espace test agricole, et puis en fait n'embrayent jamais sur le marché du travail en lien avec leurs études. Ou d'autres comme Nathalie est infirmière et a fait un choix à un moment de basculer, de se réorienter. Et donc ce qui est intéressant de voir, c'est que ce sont des personnes qui non seulement ne sont pas issues du milieu agricole comme je le disais, mais c'est aussi des personnes, et vous le soulignez, c'est des personnes qui ont une utopie, qui ont une vision au-delà de leur projet personnel, souvent, alors il y a bien sûr des exceptions, mais je veux dire des gros traits, ce sont des personnes qui ont ce souhait, et notamment pour les agriculteurs qui ont démarré sur l'espace test agricole, quelque chose qui les reliait assez bien, c'était l'idée de vouloir contribuer à cette ceinture alimentaire pour Bruxelles. Et donc, de réfléchir à un mieux manger, à qui est destinée cette alimentation, etc. Donc vraiment participatif au cœur de ce développement urbain qui n'est pas qu'un développement immobilier. Ce que j'ajouterais bien encore, c'est que le boom, entre guillemets, dont on entend assez bien parler aujourd'hui des nimaculteurs, c'est aussi le contrebalancier d'un métier qui est vraiment le métier d'agriculteur, qui est un métier qui devient un métier en pénurie, dans le sens où, si on reprend des statistiques, depuis les années 80, on a perdu près de 70% de nos agriculteurs en Belgique. Et donc, je dirais bien, heureusement qu'il y a des personnes qui ont ce courage et cette volonté de se lancer en tant qu'agriculteur, parce que sinon, comme vous le disiez en introduction, que ferions-nous? C'est-à-dire importer uniquement de la nourriture qui viendrait de bien loin, et si, là on a connu des limitations dans nos frontières, etc., mais qui ont très peu finalement bousculé nos modes de vie sur le plan alimentaire, mais si, comme à Cuba par exemple, nous avions des limitations au niveau du pétrole et donc des déplacements en avion, en camion, etc. Alors là on est dans des scénarios dits catastrophes, mais c'est intéressant de se projeter au-delà de même de nos souhaits, souvent de ces agriculteurs qui travaillent sur très petite surface et qui ont pour volonté de ne pas être dans de la monoculture et donc dans une agriculture beaucoup plus raisonnée et en réflexion avec la consommation de CO2 notamment et la production de CO2. Voilà. Mais oui, Nathalie, est-ce que vous vous retrouvez dans cette description, dans les grandes lignes? Enfin, racontez-nous qu'est-ce qui vous a animé au fond pour vous lancer dans cette aventure maraîchère? Moi, j'étais infirmière pendant plus de 10 ans et j'ai fait un burn-out. Voilà, on va le faire court. Et donc, quand j'ai été voir une psy, et là, il est ressorti qu'à 12 ans, j'avais fait un potager toute seule et donc j'avais peut-être un peu raté ma vocation. Et de toute façon, je voulais me réorienter et donc je suis un peu un pur produit de la politique bruxelloise sur justement le good food. Parce que j'ai démarré petit, donc j'ai démarré maître maraîcher. Et il y a des cours qui sont subsidiés par la ville. Et puis donc j'étais référente maraîchère pour des potagers urbains. Et puis de là, j'ai cheminé, je me suis dit, mais je voudrais faire plus, mais est-ce que je suis capable? Parce que voilà, je suis un peu vieille, l'année prochaine j'ai 50 ans, donc je ne suis pas le jeune aux yeux bleus, avec enfin j'ai des muscles, mais voilà, je ne suis pas le stéréotype de ce qu'on pourrait attendre comme paysan. Et donc j'ai été à la ferme urbaine à Neder, j'ai été 3 jours par semaine en bénévolat, et de là, j'ai fait une formation longue d'1 an, pour me lancer en maraîchage sur petite surface et j'ai engrangé directement sur l'espace test. Et donc j'ai lancé mon projet en tant qu'indépendante. C'est ça. Mais est-ce qu'il y avait à l'origine déjà
cette idée d'engagement vers le collectif, justement, de se sentir utile pour la cause du circuit court, on va dire ça comme ça. Donc je suis infirmière, donc je suis tournée quand même vers les autres, mais je ne voulais plus soigner les gens. Je les soigne, c'est ce que j'explique, je les soigne un peu différemment, donc je les soigne en leur proposant une alimentation saine et de proximité. Mais c'est pas juste une alimentation, c'est-à-dire que je demande à mes mangeurs, c'est comme ça que je les appelle, donc c'est que du circuit court. Moi, je fais pas de l'intermédiaire, des plateformes ou quoi que ce soit. Je veux connaître les gens qui mangent mes légumes, et donc je sensibilise énormément. Donc voilà. Donc là, j'ai lancé une nouvelle commercialisation en autocueillette et j'ai des retours de gens qui m'envoient des photos, les enfants font des dessins, ils mangent des légumes alors qu'avant ils n'en mangeaient pas, les parents découvrent, ils se relient à la terre, donc il y a vraiment tout un autre panel qui est lié à l'alimentation et à la santé et au bien-être, mais qui est autre que juste produire un légume. Voilà. Est-ce que vous pouvez aussi expliquer votre technique de maraîchage qui s'appelle, je relis, le maraîchage sur sol vivant. Quelle est sa particularité, ses enjeux et puis peut-être ses limites aussi, ou ses contraintes, on va dire? Alors le maraîchage sur sol vivant, c'est un maraîchage qui a débuté en France où il y avait des terres qui étaient devenues incultes. C'est-à-dire que c'est des terres qu'on a tellement travaillé, qui ont tellement été érodées, qui ont tellement été maltraitées que même si on met de l'engrais et des graines, ben ça pousse plus. Et donc il y a des gens qui se sont posé des questions par rapport à ça et ils ont développé des techniques ils sont partis d'anciennes techniques des années 70 de non-travail du sol. Donc c'est non-travail du sol, mais eux ce qu'ils recherchent c'est de justement booster le vivant du sol, donc les bactéries, les champignons, toutes sortes de choses, pour que la production soit bonne et surtout durable. C'est-à-dire que nous, les maraîchers, les paysans, on cultive et en fait on exporte énormément de matière. Donc si on voit un chou qui fait 2 kilos, ben, c'est sorti du sol, c'est 2 kilos et quelque part il faut rendre et on oublie de rendre. Et donc dans cette méthode, on essaie de remettre beaucoup de matière organique aussi et c'est sans ou très peu de travail du sol. Donc voilà, on a un outil un peu fétiche qui s'appelle la grelinette. Et ça peut être proche, certaines personnes me disent « Ah, mais vous faites de la permaculture, alors c'est pas tout à fait ça. » Il y a des inspirations croisées, mais voilà, en gros c'est ça, c'est favoriser la vie dans le sol pour que tout le reste se passe bien. C'est ça. Mais donc, si je comprends bien, ce n'est pas une technique qui est motorisée. Vous faites tout à la main. Si. Donc en France, il y a moyen de le faire au tracteur. Par exemple, moi l'année passée, j'ai épandu à la main 4 bennes de 23 mètres cubes. Bon, voilà, c'est pas à faire. Si vous avez la place d'avoir des tournières pour les tracteurs et d'avoir un épandeur qui est bidouillé et un chargeur donc qui charge le tracteur et puis qui ensuite va épandre sur votre bande votre compost ou peu importe, ben voilà, c'est très bien de le faire, mais c'est comme dit Julie, moi je me lance tardivement dans le métier, c'est des investissements lourds, on n'a pas facilement accès à des terrains qui sont grands, et donc voilà, il faut pouvoir amortir ces investissements, et donc il y a tout à fait moyen de le faire mécaniser, mais de toute façon ce ne sera pas, c'est pas 12 heures de tracteur par jour, voilà, je veux dire, c'est un petit peu, ça fait partie ça facilite le métier, c'est tout. Si je comprends bien, donc vous disiez, voilà, vous n'avez pas forcément accès autour de Bruxelles et dans Bruxelles à des grands terrains, et puis ce type d'agriculture plus raisonnée aussi se pratique plutôt sur des plus petites parcelles. Qu'est-ce que ça entraîne comme contrainte pour vous, maraîchères, dans le fait que le temps que ça prend, le rythme, est-ce qu'une agriculture classique, on va dire, ou une culture classique, on pourrait l'appeler comme ça, va plus vite que... C'est certainement plus efficient et plus rapide. Après, voilà, moi, je cherche pas juste à produire du légume. C'est ça. Voilà, moi, c'est un projet MUX, c'est un projet citoyen, donc beaucoup de mangeurs participent au projet, ils viennent bénévolement aider au champ. Et j'ai des gens qui viennent de la ville, qui sont en manque voilà, de lien avec la terre. J'ai des personnes en dépression qui viennent sur le champ aussi pour se reconnecter, ou des gens qui ont trop de stress, donc ils se vident la tête. Ils viennent travailler sur le champ. Et donc, pour finir, oui, c'est un projet tourné vers l'autre dans le sens où, voilà,
Il y a beaucoup de gens qui passent sur le champ et qui profitent de ce lieu, en fait. Voilà, et qui en même temps apprennent des choses et contribuent. Mais ce que je comprends, c'est que donc vous voulez en faire un projet collectif, dans le sens où voilà, vous sensibilisez, il y a du monde qui vient chez vous finalement. Mais ce qui ressort quand même du livre aussi, c'est un peu la solitude du maraîcher par la lourdeur du labeur et de l'ouvrage, la quantité d'heures de travail qu'il faut, l'aspect très physique du métier et l'aspect pénible moralement aussi, par cette solitude peut-être. Comment est-ce que vous trouvez votre équilibre là-dedans ? Moi, ma vie sociale, elle est au champ. Donc effectivement, il faut être un peu marathonien, un peu trop passionné, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais voilà. C'est la réalité du terrain, c'est qu'on travaille avec du vivant, dans du vivant. Donc le début de saison, cette année, a été très très pénible et j'ai souvent douté, mais voilà. Les gens reviennent, je vois les gens qui sont contents des légumes, je vois un légume qui a bien poussé, je suis repartie. Effectivement, voilà, il faut pouvoir assurer au moins 6 jours semaine, et maintenant au mois de mai c'est 7 jours semaine presque, et pas de vacances sauf en hiver, quoi. Parce que j'ai personne pour me remplacer, je ne sais pas payer quelqu'un pour me remplacer. Voilà, donc de temps en temps, quand j'ai un bon stagiaire, je m'octroie une semaine au mois de juillet, voilà. Il est aidé de bénévoles et je peux partir une semaine. Mais c'est compliqué, oui. Mais oui. Voilà. Et vous vous attendiez à ces difficultés-là au moment où vous-même vous vous êtes reconnecté à la terre et puis à cette passion, on va dire, pour... C'est-à-dire que moi, j'avais fait quand même déjà une saison à la ferme urbaine, donc je voyais bien ce qui était demandé. Et puis là où j'étais en stage, elle m'avait déjà prévenu, mais c'est jamais la même chose que de porter le projet toute seule, puisque on n'est pas juste nimaculteur, on est comptable, on est commercial, voilà, on est ceci, cela, et c'est un peu l'attrait du métier parce qu'il faut avoir vraiment beaucoup de talents divers. On est amené à faire des choses qu'on n'aurait jamais cru, mais du coup, oui, ça peut être aussi un frein pour certaines personnes, quoi. Moi, j'ai pas d'enfants. Donc voilà, mon mari travaille beaucoup, donc ça ne gêne pas que je travaille beaucoup. Mais effectivement, ça c'est une réalité. Il y a peu de gens qui font 8 heures de maraîchage. Ça n'existe pas trop, quoi. Voilà. Et Julie, ça c'est une réalité que vous avez constatée en suivant ces personnes, c'est ce décalage peut-être entre l'engouement premier vers ce type de métier ou de vie professionnelle et puis la réalité du terrain qui s'avère quand même contraignante, solitaire et avec une certaine pénibilité liée au travail. Oui, alors je tiens à préciser, ceux que j'ai accompagnés, c'est pas des gens qui ont leur petit potager dans le fond du jardin, c'est vraiment des personnes qui se dédient professionnellement, qui souhaitent en vivre. Et donc c'est un autre challenge, sans dire que les potagers collectifs qui foisonnent aujourd'hui, c'est magnifique, c'est un autre type de projet. Alors, ce qui a été fascinant, c'est que c'est vrai qu'on s'est accompagné pendant 3 ans. Donc, le projet, les maraîchers, nous, avec la recherche, etc. Il y avait un deal entre guillemets. C'était, on va travailler ensemble à essayer de voir comment les choses évoluent. Nos questions de départ, elles ont complètement évolué. Elles sont devenues, elles sont devenues d'un autre genre. Et notamment la place du social, la place de comment est-ce qu'on peut trouver du soutien, etc. C'est devenu, elle a pris une place vraiment importante dans notre recherche. Et oui, je pense qu'on a très vite pris conscience c'est pas le décalage qui s'opère, parce que je pense que, comme je le disais, c'est des personnes qui se destinent à professionnellement travailler dans le métier, qui se lançaient sur l'espace test. Donc ils avaient conscience de la labeur que demandait d'être maraîcher. Néanmoins, il y a eu des abandons et il y en a. Depuis lors encore, des gens qui ont continué. Nathalie, il y a une survivante, on pourrait dire comme ça. C'est vrai, c'est pour ça que c'est magnifique que tu puisses témoigner aujourd'hui, au mois de mai, comme tu dis, que tu travailles 7 jours sur 7. Voilà, il y en a qui abandonnent en cours de route. Et c'est ça qui nous a semblé intéressant dans le cadre de l'ouvrage, c'est de pouvoir dire qu'en fait, c'est loin d'être un métier idyllique. Et je pense que ton témoignage le confirme. De voir physiquement, il faut tenir le coup. Et il y a une des personnes ici dont le récit est narré dans l'ouvrage qui en fait lâche parce que son dos, parce que la collaboration, elle se frite avec le collègue avec qui ils ont démarré. Donc sur le plan humain, c'est costaud. Puis il faut que la famille puisse assurer. Là, Nathalie,
le soutien émotionnel de ton mari qui croit en ce que tu fais, qui est là et qui à un moment où tu te lançais, a pu se dire aussi économiquement, je serai là en backup si besoin. Il faut pouvoir se le permettre aussi, il faut pouvoir avoir une famille, des proches sur qui se déposer, et tout ça, c'est un cocktail extrêmement important qui fait que de nombreuses personnes se lancent et puis en fait abandonnent. Et donc c'est je dirais le design extrêmement compliqué de ce métier-là, et qui fait que heureusement certains continuent et voilà. Alors tu as abordé une thématique, je veux peut-être la lancer, mais qui est un des gros freins aujourd'hui pour se lancer dans le maraîchage dans Bruxelles ou sa périphérie, c'est notamment l'accès à la terre. Oui, c'est ça. Qui est le problème du foncier est un problème clé. En fait, on ne fait pas de maraîchage. Quand on parle du maraîchage pleine terre, on ne parle pas de ce qui est aujourd'hui au niveau de ce que les techniques permettent, l'hydroponie et des choses comme ça. Voilà, on est dans un autre registre auquel je crois ni Nathalie ni moi ne croyons. De hautement technologisé, donc hautement coûteux et en fait pas du tout relié au vivant, et de cette notion de la terre aussi que tu remobilisais, Nathalie, au-delà du légume, mais c'est aussi toute la vocation notamment de ton projet à toi, c'est nous aussi nous enraciner en fait. Il y a aussi ce projet-là, et c'est en ça que je pense qu'il y a une valeur, une plus-value certaine pour moi que de maintenir ces projets maraîchers dans le pourtour de nos villes. C'est aussi parce qu'il y a de multiples dimensions qui se conjuguent sur ces projets-là. Bien sûr qu'il y a la vocation de production, et la production, elle est non négligeable. C'est une vraie bataille que de faire pousser avec ce mois de mai complètement, ou mois d'avril aussi complètement fou. Il te faut des légumes, toi en tant qu'indépendante, c'est sûr, mais il y a tous les projets qui sont autour, qui créent du lien, les gens qui vont sur ces terrains-là, des rencontres humaines qui se font. Et bien sûr, maintenir des espaces verts, des bulles vertes dans nos vies, des poumons verts. Donc voilà, donc il y a vraiment différentes dimensions qui font que je pense qu'aujourd'hui la politique bruxelloise ne peut pas faire fi que c'était juste un petit truc sympa au coin de la rue, entre guillemets. Oui. C'est bien plus que ça. Oui, je comprends bien, parce que c'est vrai qu'il y a, en tant que journaliste qui m'intéresse depuis longtemps à la question de la transition écologique et sociale, c'est vrai qu'on a vu naître déjà il y a 10 ans des potagers de quartier, et souvent quand il y avait un projet citoyen, ça passait par la création d'un potager pour créer du lien. Et je constate aujourd'hui aussi que pour toutes ces personnes en transition, et comme vous l'avez été, cette notion de reconnexion à la terre, en fait, elle est aussi importante. Est-ce que vous confirmez ça dans votre parcours à vous, donc plus personnel, au moment de votre épuisement, cette reconnexion à la terre vous a fait du bien? Est-ce que c'est ce que vous constatez aussi chez les personnes qui passent sur votre terrain? Oui, ça c'est sûr. On oublie un peu trop qu'on est des terriens et qu'on doit tout à la terre et aux plantes. Donc on respire 15 fois par minute. Et c'est parce que les plantes ont produit de l'oxygène. Sinon on ne serait pas là. On boit de l'eau, elle a été filtrée par la terre. Si on construit partout, quelle réserve d'eau on aura, quand? Voilà. Et on mange, c'est parce qu'une terre a produit cet aliment. Donc oui, ça, il y a beaucoup de gens qui s'en rendent compte et qui veulent reconnecter et qui veulent réapprendre les techniques aussi, ou qui veulent tout simplement, effectivement, c'est ce que je dis, sur le champ, c'est un autre espace-temps, les gens oublient le temps et ils sont juste bien là et voilà, ils font quelque chose qui a beaucoup de sens pour eux, pour le collectif. Et donc c'est un peu magique comme ça fait des miracles. Voilà. Alors c'est vrai, Julie, on disait tout à l'heure que d'une part on constate que les agriculteurs classiques ne transmettent plus, n'ont plus la possibilité de transmettre parce que soit leurs enfants ne veulent pas s'engager dans le métier, soit pour X raisons, ils doivent revendre les terres. Et parallèlement à ça, voilà, on a ces nouveaux maraîchers qui cherchent désespérément des terrains pour pouvoir cultiver. Est-ce que c'est possible en fait de créer des ponts? Qu'est-ce qu'il faudrait pouvoir créer pour faciliter en fait structurellement, je dirais, cet accès à la terre ou les liens entre en tout cas les fermiers existants et les nouveaux? Oui, c'est une très bonne question et très vaste question. Alors on va seulement toucher quelques éléments là-dessus, mais d'abord oui,
parfois les enfants ne veulent plus reprendre, mais c'est parfois les fermiers eux-mêmes qui ne veulent plus remettre, qui veulent éviter que leur enfant se relance dans ces métiers-là. Donc, pour dire le poids qui parfois reste... Alors, les questions de bois à ferme sont extrêmement compliquées en Belgique. Je suis loin d'être une experte. Il y a une ASBL qui a été lancée, Terre en Vue, qui aujourd'hui promeut l'idée de ne plus être propriétaire, que ce soit des coopératives en fait qui rachètent et qui puissent permettre à des agriculteurs de bénéficier de locations en fait sur certaines terres. Ce qui permet de résoudre en fait. C'est comme si, moi cette image que j'aime mobiliser, c'est comme si on demandait à un chirurgien de posséder tous les outils ou de sa salle d'opération sur laquelle il va mener des opérations dans les hôpitaux. Ben, pourquoi est-ce que la terre doit être la propriété des agriculteurs? En fait, ça fait pas sens. C'est comme si on disait c'est un maître d'école que toute la classe, tout son matériel devait lui appartenir que pour pouvoir écoler. Ce sont des services vitaux, ce sont des services dont la société a besoin. Et donc c'est étrange de dire comment est-ce que le secteur agricole s'est construit. Et bien sûr pas du tout au bénéfice je dirais, des petits agriculteurs. Pourquoi je dis des petits? Parce qu'on est dans quelque chose d'extrêmement clivé en fait. Il y a des agriculteurs qui ont énormément de terre et on les appellerait même presque plutôt des exploitants terriens qui ont et qui cumulent et c'est ça aussi. Quand on dit des agriculteurs qui quittent le monde agricole, c'est aussi parce que certaines fermes deviennent de plus en plus grandes et mangent et achètent de plus en plus de terres. Et donc il y a là, clairement la question d'avoir la possibilité, la liquidité d'acheter davantage de terres. Et donc il y a cette question, voilà, pourquoi est-ce que cela reste chez nous une logique que pour pouvoir cultiver la terre, il faut y en être propriétaire. C'est un grand point d'interrogation, je pense que là-dessus... voilà, ça touche à des questions pour moi anthropologiques de base et dire pourquoi est-ce que pour nous c'est corrélé ce besoin de posséder la terre. Et je pense que certains agriculteurs, c'est pas une question sociétale, c'est aussi certains agriculteurs qui pensent, qui restent dans cette logique qu'on doit pouvoir la posséder. Et donc pour moi il y a un clivage aussi entre ces très grands agriculteurs et puis les petits, ceux souvent qui démarrent, c'est souvent des agriculteurs qui veulent... Ces limaculteurs sont dans ce fameux profil que vous demandiez de dessiner en démarrage. C'est souvent des personnes qui ont l'intention d'aller vers un autre type d'agriculture. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour travailler? Nathalie parlait de l'émergence du sol vivant, c'est-à-dire comment partir de sols qui en fait ont été complètement stérilisés par les produits, par les phytosanitaires et autres. Et donc, la conversion, notamment au-delà de la propriété foncière de cette terre-là, si on enlève ce problème-là de côté, mais il y a aussi la reconversion de cette terre pour pouvoir pratiquer une agriculture, peut-être pas pour autant labellisée bio, mais qui est dans une intention de pouvoir produire grâce au sol qui est vivant et tout ce qui est vivant dans son sol, même sans être dans un modèle aussi radical que ce que Nathalie le fait. On ne bascule pas, on n'utilise pas du jour au lendemain des terres qui ont été dans un régime de monoculture au lendemain des terres qui sont en fait à une volonté d'être dans des modèles beaucoup plus complexes en fait, respectueux du... Moi, je voudrais qu'on comprenne aussi mieux ce qui est mis en place aujourd'hui en fait pour soutenir ce type de maraîchage. Peut-être partir d'abord concrètement, Nathalie. Donc aujourd'hui, vous êtes installée à la Hulpe. C'est quoi vos besoins concrets aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous manque vraiment pour être plus à l'aise dans votre pratique? Aujourd'hui, je remercie Jean-Marie Solvay de m'héberger chez lui aux terres d'ici, parce que sinon je ne pourrais pas pratiquer mon métier. Voilà. Après, c'est un terrain un peu compliqué, donc qui a été un peu malmené avant. Et donc effectivement, comme dit Julie, voilà, il faut quand même quelques années pour le remettre d'aplomb. Mais voilà, donc on est là-dessus. Mais qu'est-ce qui me manque aujourd'hui? Ce serait... je dirais quand même, comme j'ai pas de bail à ferme, je pense pas que je vais être éjectée un jour, j'en sais rien, mais en tout cas c'est un contrat gratuit qui s'appelle un Commoda et chaque année je peux être éjectée du terrain. Donc quand même c'est moralement, parfois je me dis, je fais des investissements et je me dis waouh, est-ce que je fais cet investissement là ou pas? Voilà, j'ai pas, c'est un peu comme avec le coronavirus, on n'a pas de perspective vraiment sur le long terme, même si pour l'instant j'ai aucun problème et tout se passe très bien. Voilà, donc ça c'est une difficulté. Et puis l'autre difficulté, c'est de se dire, oui, voilà, j'ai bénéficié de subsides et je remercie encore bien la région bruxelloise. J'ai pu acheter des serres, j'ai pu acheter un semoir de précision.
c'est tout du matériel agricole et ça coûte assez cher. Et voilà, quand les gens remettent des fermes, même si on était plusieurs à vouloir reprendre, on ne serait pas capable financièrement de reprendre une ferme parce que une ferme avec tout le matériel qui va avec, ben c'est en général 2 ou 3 générations on a travaillé vers un objectif, on s'est souvent spécialisé dans un domaine et on possède effectivement, comme dit Julie, tout le matériel qui va avec ce type de production. C'est ça. Et donc ça prend un peu de temps d'investir dans le matériel. Moi, je me suis posé la question cette année, je me suis fait une tendinite à l'épaule et je me suis dit peut-être qu'il serait temps de m'acheter un petit tracteur. Puis j'ai regardé le prix et puis j'ai dit on va peut-être attendre encore un peu quoi. Voilà, mais voilà, oui, donc au-delà des subsides, on peut peut-être faire un appel à fonds via les plateformes Mimosa, les crowdfunding et des choses comme ça. Mais donc ça reste un projet citoyen. Et ce qu'on oublie, c'est que, moi, c'est ce que je dis, ça va choquer un peu, mais l'agriculture, on fait pas ça pour gagner des sous, quoi. On fait ça pour manger. Et ça n'a jamais été très rentable, l'agriculture. Donc, si on y pense dans l'histoire, il y a eu les serfs, il y a eu les esclaves, il y a eu toutes sortes de mécanismes qui font qu'il y a des bras. Et en échange, ils ont le logis ou à manger ou ceci ou cela. Et maintenant, il y a la mécanisation, mais si on regarde même les tout grands agriculteurs, ils sont subsidiés. Et donc, ils sont endettés parfois pour 3 générations. Donc, est-ce qu'on est vraiment rentable sur ce qu'on produit et au prix auquel on le vend? Voilà. Ouais. Donc, oui, j'entends bien. Il y a une espèce de fracture comme ça, où que ça soit nous ou eux, c'est pareil, on n'est pas vraiment rentable. Et c'est un peu pour les mêmes raisons. Oui. Et Julie, à ce propos-là, est-ce que vous pouvez apporter un éclairage justement sur... on a évoqué la stratégie Good Food à Bruxelles. Et oui, quelle est la politique qu'il y a derrière? Quelle est la stratégie politique? Donc la stratégie Good Food, je pense que c'est un programme de soutien qui a été élaboré pendant 4 ans. Et est-ce qu'il va être reconduit? Voilà, quels étaient les enjeux et qu'est-ce qui a été réalisé? Qu'est-ce qui va être réalisé? Alors, c'est effectivement des changements qui vont s'opérer et qui s'opèrent sur le long terme. Ça, on ne peut pas évaluer. Donc, il y a eu un processus d'évaluation qui a été fait, qui est en cours sur ces 4 premières années, réalisé et guidé par Céline Frémaux, qui aujourd'hui, c'est la Good Food, est repris, le Good Food 2.0 est repris par Marron. Il y a pas mal de dossiers sur la table. Alors, je sais qu'il y a une interpellation qui a été importante, notamment par rapport à la PAC, l'idée de pouvoir, mais qui est une interpellation qui va au-delà de Bruxelles, mais en tout cas dire que Bruxelles serait intéressée à ce qu'il y ait une réflexion sur comment subsidier des agricultures urbaines, dans le sens où ce sont des agricultures sur petite surface. Or, aujourd'hui, la PAC, et il y a eu une révision de la PAC fin 2020, et malheureusement, ça a été très peu dans ce sens-là, mais aujourd'hui, la PAC soutient les grands agriculteurs. Et c'est pour ça qu'ils peuvent à certains égards se permettre des grands investissements, etc. Et donc c'est pas pour autant que ça rend ces personnes richissimes, c'est pas ça la question, mais c'est que quand on cultive sur X mètres carrés, etc., là ça devient rentable. Or, pour les petites surfaces, culture sur petite surface, il n'y a pas de subsides qui sont octroyés. Mais ce qui est fascinant de voir, c'est que notamment avec le coronavirus, il y a eu des primes octroyées aux indépendants suite à la crise. Certains agriculteurs bénéficiant de ces primes ont réalisé qu'en fait, il fallait très peu pour rendre l'activité beaucoup plus viable. Et que notamment, pourquoi pas imaginer des primes qui permettraient d'avoir comme un 13e mois pour ces agriculteurs. Voilà, donc ça fait partie, en tout cas sur le plan politique, je sais qu'ils ont soutenu l'interpellation auprès de la PAC, contre la PAC, en tout cas des ministres au niveau européen qui allaient participer à cette réforme de la PAC. Les choses bougent, mais très lentement. Donc, je crois qu'effectivement, il faut garder un certain optimisme, de se dire qu'il y a une direction qui est visée, il y a un projet qui est visé, il y a une réflexion. Il y a eu la sortie de presse il n'y a pas si longtemps de Marron qui disait Bruxelles va acheter des terres en périphérie pour l'agriculture. Voilà, c'était d'une grande maladresse, mais ça soulève bien qu'il y a une préoccupation de se dire comment est-ce qu'on fait en fait. Mais j'aurais aimé plutôt entendre Marron pouvoir dire
on met un moratoire sur le fait qu'il y ait certaines terres qui sont en balance sur des projets immobiliers ou pas, dire en fait non, on stoppe la pression, on essaye de limiter pour pouvoir laisser certains espaces dits en friche et pourquoi pas les convertir en espaces de production. Et ce qui ne veut pas dire qu'il faut bien sûr réfléchir à la démographie galopante à Bruxelles et réenvisager certains espaces aujourd'hui inhabités. Donc je pense qu'il y a beaucoup à faire à Bruxelles. Je ne veux pas dire que c'est un problème qui est évidemment criant, qui est nécessaire de regarder en face, ce qui n'est pas mon domaine. Mais je pense que plutôt que de se dire il faut comme on pourrait l'entendre, une volonté d'expansion, de colonisation de terres vite à l'extérieur, dire qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est là, comment est-ce qu'on peut en tout cas tirer bénéfice de ce qui est là, et peut-être faciliter aussi, parce que ça Nathalie pourra le témoigner, c'est pour pouvoir accéder à des terres qui sont communales ou souvent communales, pour pouvoir accéder, pour cultiver, mais toutes les embûches qui sont mises, en tout cas rien n'est fait pour faciliter la possibilité de s'installer sur certaines terres. Et vous avez mis du temps à trouver un accord avec justement... J'ai eu beaucoup de chance. Ah voilà, vraiment. Ça, c'est, Et je pense que c'est le cas de la plupart des agriculteurs comme moi qui arrivent à continuer. C'est ça, c'est qu'ils ont trouvé le bon terrain au bon endroit et voilà, avec les bonnes personnes et ça se passe bien et voilà, on a énormément de chance. Voilà. Mais c'était après de nombreuses mésaventures. Oui, c'est ça qui est important de souligner. Oui. J'essaye de rester super positive. Non mais voilà. Combien de terrains tu m'avais mentionné? Il y a celui-là peut-être. Ah non, ça marche pas. Il y a celui-là, mais non, ça marche pas. C'est ça. Oui, il y a eu beaucoup. Parce que voilà, il faut quand même, il faut de l'eau, il faut un accès à l'eau, il faut, si possible, l'électricité, il faut un accès pour des camions bennes. C'est comme de l'agriculture. Donc moi, il y a des gros camions qui me livrent du fumier, du champost, du compost. Donc c'est à chaque fois des bennes de 23 mètres cubes. Donc il faut qu'ils puissent arriver. Et si possible sur le terrain, parce que comme ça, moi, je ne dois pas aller chercher à la brouette à 500 mètres plus loin, quoi. Et puis alors, en agriculture urbaine, ce qui se passe aussi, c'est qu'on est dans le tissu urbain, et donc sur l'espace test, la dernière année, je m'étais fait voler mes légumes. Et donc ça mais pas juste un petit peu, parce que ça, il y avait un petit peu, allez, on va dire c'est normal, mais on m'avait volé le contenu de toutes mes serres de tomates, puis toutes mes serres poivrons, aubergines, et puis tous mes potimarrons. Et donc ça, nous, on ne peut pas supporter ça, en plus des aléas climatiques, etc. Donc ça devient vraiment compliqué. Donc c'est ce que j'avais aussi interpellé, parce que j'avais l'occasion d'aller sur un terrain à Jette, mais il y avait pas tous ces critères. Et donc j'ai décidé, moi, d'aller chercher un autre terrain ailleurs. Voilà. Merci. Merci beaucoup à toutes les deux pour ce témoignage réaliste, humain et puis constructif. Et merci pour cette recherche et constructive aussi, et qui va dans le sens d'une consommation durable qu'on espère pouvoir installer. Alors voilà, à vous qui nous suivez et qui êtes peut-être intéressés justement par l'alimentation durable et ses enjeux, par le maraîchage, mais vous trouverez dans cet ouvrage, vous l'aurez compris, une réalité humaine qui se cache derrière ces beaux projets maraîchers engagés. Et puis je ne peux que conclure, on va dire, en vous exhortant à continuer à soutenir cette production locale, mais pour le bien évidemment de ceux qui la produisent, mais pour le bien évidemment de ceux qui la consomment aussi, pour le bien de la terre évidemment. Et cela ne va pas sans aussi des revendications parallèlement fermes et collectives auprès des pouvoirs publics pour qu'ils apportent un soutien concret et efficace à cette économie locale. Alors je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt.